Oui, le but de ce petit meet-up, c'est de parler de qualité logicielle et pas spécialement de test, mais tout ce qui peut anticiper avant la période de test, qui peut anticiper l'apparition de bugs. Sur la qualité logicielle, l'objectif, c'est vous expliquer l'importance de la qualité logicielle dans son ensemble, de vous donner tout ce qui peut, tout ce qui est outils, détails qui peut améliorer la qualité avant les tests. Et vous parlez de l'impact de la qualité logicielle. Globalement, vous verrez qu'elle va toucher toute l'équipe de développement en passant du product owner, business analyst, aux développeurs et aux testeurs, voire même y compris les chefs de projet. Et tout ce qui est processus et organisation d'équipe qui peut améliorer cette qualité logicielle et qui peut être mis en place. D'abord, oui, effectivement, on va définir ce que c'est la qualité logicielle. On pense souvent à des exigences et à de la fonctionnalité. Donc, effectivement, ça, c'est le classique que tout le monde connaît. Mais on a aussi des choses qui sont moins souvent vérifiées. C'est typiquement la fiabilité, la performance. Ça pourrait être effectivement aussi la facilité de maintenance qui peut... il y a pas mal de logiciels, notamment dans l'industrie ou ce genre de choses qui peuvent être amenées à durer pendant parfois des dizaines d'années ou dans du mobile ou dans l'IoT. Et la satisfaction des utilisateurs, c'est tout ce qui est utilisabilité et interface avec l'utilisateur. Donc, c'est vraiment pas que de la fonctionnalité et ça peut vraiment toucher pas mal de choses différentes. Il n'y a pas que ça, mais les autres, je ne rentre pas forcément dedans. Pourquoi on veut faire de la qualité logicielle? Parce que ça va améliorer effectivement les coûts de maintenance. On sait tous que quand un bug arrive au niveau du test et qu'il est détecté après le test, ça demande de faire des allers-retours avec les développeurs, de retester ensuite. S'il y en a qui passent à travers l'étape de test, ça arrive chez des clients et ça donne un problème d'image et ça fait aussi des remontées d'anomalies qu'il faut aussi corriger sur un sprint ou une étape suivante si on n'est pas en agilité. À l'amélioration de la satisfaction client, effectivement, si on n'a pas créé d'anomalies, on n'aura pas de clients qui en subiront les conséquences. Même sans créer d'anomalies, si on n'a pas forcément défini, on va dire, des objectifs de performance et de fiabilité, on sait tous que, par exemple, le chargement d'une page sur un ERP, ça peut être un peu long. Il va falloir, effectivement, cette qualité logicielle, elle peut permettre d'améliorer un affichage de page, un rendu de calcul, un rendu tout court, si on fait de l'imagerie, par exemple. Améliorer la satisfaction simple des clients en termes de plaintes et de retours qu'ils peuvent effectuer. En termes de réduction des risques, effectivement, c'est pareil, en termes de code, ou que ce soit en termes d'anticipation, de création de code, même au niveau des spécifications, moins on a d'anomalies, moins une personne malveillante pourra en profiter. On réduit aussi les risques du projet parce que des grosses anomalies ou des mises en prod qui se passent mal, ça arrive rarement, mais ça arrive, remettre en cause un projet. Parce que des clients, ils paient un produit et s'il ne marche pas, ils vont se retourner vers la personne avec qui ils ont contracté et il peut y avoir des pénalités ou il peut y avoir un paiement qui se fait en partie. Et du coup, ça représente des risques pour le projet. L'accélération du time to market, effectivement, si on a moins d'anomalies, on aura moins de tests et ça permettra d'être moins coûteux et de pouvoir mettre en production plus rapidement. Ensuite, on a effectivement 3 domaines, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, qui sont touchés par la qualité logicielle. Donc, on va parler de fonctionnel. Pardon, Florent. Oui. Pardon, excuse-moi de t'interrompre. C'est vrai qu'on est toujours, nous, sur le premier slide. Ah, vous ne voyez pas le premier slide? Ah, ok. Alors, je ne vois pas. Peut-être pas le bon écran partagé, oui. Ouais, je vais repartager. Hop. Et là, est-ce que vous avez les 3 domaines touchés par la qualité logicielle?
Oui. Ouais, parfait. Ok, super. Merci. Donc, vous avez celui d'avant qui était là, sur l'importance de la qualité logicielle. Donc, les 3 domaines touchés par la qualité logicielle. Donc, on va parler effectivement du fonctionnel, c'est celui qu'on effectue et qu'on, en général, manipule le plus et lequel les gens sont le plus sensibilisés. Donc, ça va vraiment être des validations de fonctionnalités, de workflow. Ça va être des tests unitaires et d'intégration pour vérifier que soit le module que vous avez développé, soit la partie physique que vous avez développée s'intègre bien à un système ou un sous-système. Mais effectivement, comme je disais tout à l'heure, ça va être aussi des parties non fonctionnelles, notamment de performance, de temps de réponse, d'utilisation des ressources, parce qu'effectivement, si on fait exploser un serveur ou une base de données, ça ne va pas le faire. De sécurité, parce que c'est quand même un truc qui est très, très sensible actuellement. On a quand même énormément d'intrusions, de vols de données ou de rangeons logiciels qui sont présents, et d'utilisabilité. Et l'utilisabilité, je prends souvent l'exemple d'un ERP sur lequel j'ai travaillé, où en bas d'une facturation, il fallait la personne qui utilisait le logiciel devait arriver en fin de sa facturation, en fin de sa page, et en fait, pour valider sa facture, devait remonter tout en haut de la page. Ça n'avait aucune logique en termes d'utilisation. Et c'est typiquement des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on est développeur, parce qu'on n'utilise pas un logiciel de facturation. Et puis, des fois, on n'est pas dans un processus d'utilisation. Après, effectivement, il y a toute la partie processus et organisation. Donc, on va parler effectivement de méthodologie de développement essentiellement et d'organisation du travail. Donc, on va penser effectivement agilité, mais pas forcément que agilité. On peut emprunter des réunions agiles sur des cycles en V ou des cycles en cascade. On va penser effectivement DevOps pour tout ce qui est organisation de l'intégration continue, d'automatisation de tests, ce genre de choses-là. Là, il y a la petite conformité aux normes, effectivement. Il y a des normes, il n'y en a pas que celle-là d'ailleurs, qui peuvent être appliquées pour un projet. Alors, ça se fait plus dans des projets soit qui sont industriels, soit dans des domaines sensibles, typiquement du médical, du nucléaire ou du transport. Parce qu'effectivement, ça a une plus-value pour les clients que vous avez. Et puis, ça a aussi une plus-value parce que les normes de qualité logicielle permettent de vérifier que votre produit est vraiment complètement fiable. Et puis, on a besoin d'avoir un produit qui est complètement fiable quand on est potentiellement dans des secteurs sensibles où, effectivement, une anomalie peut tuer des gens parce que soit vous avez votre avion qui peut potentiellement s'écraser, soit dans du médical, vous avez un mauvais diagnostic, vous avez si vous avez une pompe intraveineuse, un médicament qui part trop rapidement dans la veine d'un patient, vous pouvez le tuer, quoi. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt utilisées dans des secteurs sensibles, mais ça a aussi une plus-value. Donc, je connais des industriels qui ont appliqué ces normes parce que ça pouvait montrer à leurs clients que ils savaient ce que c'était la qualité, que du coup, ils produisaient quelque chose qui avait un haut niveau de qualité, que ça avait une plus-value en termes commerciaux. Voilà, alors là, on va rentrer plutôt effectivement dans le niveau de détail de qu'est-ce qu'on peut effectuer pour améliorer notre qualité logicielle. Et ça, comme je disais, ça touche vraiment tout le processus de développement. Du coup, on va commencer par le début du processus de développement avec tout ce qui est exigence, user stories et spécifications. Donc là, ce qui est important, effectivement, c'est le processus qui me paraît, moi, le plus difficile dans la partie développement d'une partie d'un logiciel, c'est d'avoir une spécification de user stories qui est claire et précise. Et c'est super difficile parce que on a des gens en face de soi qui, eux, sont souvent des gens qui sont purement du métier et qui ont du mal à concevoir comment on peut... Ce n'est pas leur boulot, ils n'ont jamais travaillé avec des informaticiens, et c'est extraire leur savoir-faire et leurs besoins pour pouvoir l'expliquer suffisamment clairement et suffisamment bien défini pour que ce soit compréhensible par des développeurs et qu'ils puissent en tirer un développement qui est bon. Donc, pour faire ça, on a effectivement des user stories, par exemple, qui peuvent être utiles parce que ça permet de découper les choses et d'avoir une granularité qui est bonne. Mais aussi, on peut utiliser tout ce qui est règles de métier, tout ce qui est cas d'acceptance, définition de champs, définition de règles de calcul. Et effectivement, pour des choses qui peuvent être des workflows ou des cas qui sont relativement complexes, on peut utiliser des techniques de modélisation comme l'UML ou le BPMN
Donc, il y a un petit exemple à gauche là. Donc, ça va être effectivement des diagrammes. Alors, après, on peut utiliser plein d'autres techniques, hein. Il peut y avoir des mind maps, toutes techniques qui permettent effectivement de visualiser et de mieux comprendre un workflow, une façon de fonctionner, permettent d'apporter cette clarté, cette précision. Ensuite, eh ben, on va avoir une petite partie. Alors, j'ai dit que je ne parlais pas de test, mais ce n'est pas vrai. Il y a une petite partie de validation et de vérification, ce qu'en point de vue de méthodologie de test, on appelle les tests statiques. Ça va être une partie de revue des exigences par les parties prenantes et le prototype et le maquettage. En fait, ça va permettre, alors soit ça va être des revues, par exemple en cycle en V, où il y a juste une personne ou deux qui vont relire les spécifications et qui vont les valider ou les commenter pour les améliorer. Mais ça peut être en cycle agile aussi, soit dans le sprint planning, soit sur une période d'affinage, où ils peuvent être faits ensemble, d'ailleurs, le sprint planning et l'affinage, de discuter d'une user story avec les développeurs, avec les testeurs. Et là, on a une vraie conversation qui s'engage et qui permet déjà aux développeurs de monter en compétence et de mieux comprendre qu'est-ce qui est demandé au niveau de la user story, parce que malgré la bonne volonté, ce n'est pas toujours clair. Et aussi d'échanger parce que on est juste humain, n'importe qui peut faire des erreurs et n'importe qui peut mal s'exprimer, et ces erreurs et cette mauvaise expression va générer des doutes, des anomalies ou une mauvaise compréhension de la part d'un développeur. Et en fait, c'est ça qui va générer une anomalie. Donc, si on anticipe cette partie-là et qu'on crée cette discussion avec des testeurs qui vont critiquer la user story ou la spécification avec des développeurs qui vont être impliqués, ça va permettre cet échange qui, normalement, doit réduire ces mauvaises compréhensions. Idem, le prototypage et les maquettes permettent de visualiser ces exigences et de parfois mieux comprendre l'intérêt des règles et comment elles vont se dérouler dans une page. Donc, toutes ces pratiques, ça permet au niveau de la... Encore une fois, c'est vraiment la partie qui est le plus difficile, et avoir des exigences ou des user stories qui sont précises, qui sont claires, tout en étant le plus explicite possible et le plus concis possible, c'est super difficile. Vraiment, c'est très, très difficile, et il y a peu de gens qui y arrivent. Après, si on standardise des choses, plus on standardise des choses, plus c'est facile de prendre des habitudes, etc. Donc, j'encourage aussi la standardisation dans la façon d'écrire les spécifications ou les user stories. Après, pour nos amis dev, alors c'est la partie où je vais moins maîtriser, parce que moi, je ne suis pas très technique, mais il y a toute une partie, effectivement, de conception logicielle qui va permettre de réduire aussi la création d'anomalies, là, au niveau du pur développement. Avoir une architecture solide, effectivement, et qui est adaptée. Avec, si on voit, effectivement, ça peut être des microservices, ça peut être MVC, utilisation de design pattern, parce qu'effectivement, ces design patterns, ils peuvent permettre, je pense au singleton, de ne pas être réutilisés, si les devs, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, hein, pour une fonction de ne pas être utilisée, ou pour un objet de ne pas être réutilisé. La modularité, effectivement, avoir une conception de modules indépendants pour faciliter la maintenance et les tests de sécurité, de la même façon qu'on ne va pas faire les choses d'un bloc. Effectivement, ces petits modules vont nous permettre, de la même façon que pour des microservices, vont nous permettre de pouvoir moduler ce qu'on fait et n'avoir qu'une partie à modifier, et limiter les risques si on modifie que cette partie, de ne pas toucher le reste. Et ça facilite aussi la maintenance, puisque c'est souvent plus clair de ce niveau-là. Une interface bien définie pour chaque module, encore une fois, c'est aussi valable pour des microservices. Si vous faites des contrats de service qui sont clairs pour vos microservices, pour vos requêtes, ça va permettre aux testeurs et aux développeurs de base de savoir que on attend ça, on envoie ça en requête, on attend ça en retour, et ça permet d'être clair et de vérifier que vos microservices, ils fonctionnent, ils attendent bien les bonnes informations et renvoient bien les bonnes informations.
Et ça permet aussi effectivement la documentation parce que quand les choses elles sont écrites, ça permet et une meilleure maintenance pour quelqu'un qui va récupérer le code ensuite et tout simplement même pour vous-même parce que des fois vous restez 1 an, 2 ans sur le même projet et puis une fois qu'on a travaillé sur une partie, des fois on part sur une autre partie, que ce soit fonctionnelle ou technique. Et ça fait peut-être 1 an qu'on n'a pas touché à ce bout de code. Et je pense que, comme tout le monde, hein, quand on vient après 1 an sur un bout de code, on ne se souvient pas toujours de ce qu'on a fait. Et des fois, on n'est même pas forcément cohérent avec soi-même et on se dit, c'est moi qui ai fait ça, vraiment. Et puis, cette documentation, elle permet effectivement de mieux suivre ça. Je sais que c'est pénible de faire de la documentation, mais ne serait-ce que des commentaires sur un code, ne serait-ce que avoir des noms de variables qui sont explicites, ça aide quand même énormément. On va continuer sur les bonnes pratiques de développement. Oui, Thierry. Oui, bonjour à tous. Peut-être que j'anticipe un peu, mais du coup, ça me fait rebondir. Tu parlais de conception logicielle. La méthode TDD, le Test Driven Development, où en fait, tu commences par faire… Alors, peut-être que tu vas en parler après. J'en parle un petit peu après, mais comme c'est sur de la partie test pure et que je ne suis pas censé beaucoup parler de test, mais oui, ça fait clairement partie… Et du coup, ça et la couverture de test, ça permet d'avoir une robustesse dans la conception de logiciels aussi. Donc, ça permet de… J'en parle un petit peu plus tard. Complètement. Donc, bonnes pratiques de développement. Tout ce qui est effectivement revue de code. Ça va vraiment permettre de revue par les pairs, que ce soit par un guide, que ce soit si c'est un bout de code qui est beaucoup plus complexe, quitte à aller voir son test lead pour vérifier que les choses elles sont correctes, elles ont une logique et faire une petite… vraiment, c'est que ce soit effectivement du pair programming, les pull requests via GitHub, GitLab, je pense que vous le faites quasiment tous. Mais vraiment, je l'ai vu faire le pair programming. Alors, c'est contre-intuitif, effectivement, de mettre 2 développeurs en se disant on va gagner du temps à mettre 2 développeurs sur une même tâche. Et je vous dis que dans les faits, ça fonctionne. Parce que sur des tâches complexes, ça permet effectivement d'avoir un mur sur lequel les idées rebondissent, d'avoir une autre vision et de challenger la vision de comment on va développer, comment construire les choses et d'avoir des fois une autre vision technique parce que on a tous des parcours différents et que en fonction de comment on travaille, il y a des choses qu'on n'a jamais touchées, on n'aurait pas pensé que cette technique permet d'améliorer le code ou permet une meilleure fiabilité du code. Je parlais de normes de codage tout à l'heure, effectivement, l'adoption de la convention de codage, ça aide aussi tout ce qui est maintenance, tout ce qui est clarté de code, l'utilisation de formatage automatique aussi. La contrôle de version, je pense que ça, vous l'utilisez tous quasiment aussi. L'utilisation d'un guide pour le suivi du code, les modifications de code, plus les stratégies de branche, permet à tout le monde d'avoir sa branche, de pouvoir vérifier que son code marche en local avant de le repousser. Et on peut effectivement, alors je vais passer à l'intégration continue aussi en même temps, d'avoir, si on a une pipeline d'intégration continue, on peut intégrer effectivement des tests unitaires ou des tests automatisés pour, quand on pousse sa version sur la main branche, vérifier que on casse rien ou que le bout de code qu'on vient de pousser correspond et valide, par exemple, du TDD, comme tu disais, Thierry, tout à l'heure, ou du BDD, et peut vérifier aussi que ça ne crée pas de régression sur la branche. Donc là, je vais effectivement parler aussi de l'analyse statique de code, pour revenir sur le refactoring après. L'outil d'analyse statique de code, alors je ne sais pas si on a des purs testeurs fonctionnels, ça va être un petit outil qu'on va intégrer à la CI et qui va vérifier effectivement la cohérence de code, notamment en termes d'appel de fonctions, qui ne va pas appeler un bout de code qui ne va pas appeler une fonction qui n'existe plus, de vérifier qu'il n'y a pas de bout de code mort, qu'il y a une cohérence. Voilà. C'est le genre de choses qui va effectivement améliorer la qualité de code globale et qui va permettre d'anticiper qu'il n'y ait pas d'anomalie puisque l'outil d'analyse de code va renvoyer un message d'erreur disant qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas dans le code qu'on veut pusher. Donc, ça peut être SonarTube, il y en a d'autres, hein, mais SonarTube étant le plus connu.
Et effectivement, ensuite, j'ai reparlé de refactoring, la réécriture du code pour améliorer sa structure sans changer son comportement. Donc là, c'est des choses qu'on fait quand on a le temps et qui peuvent être faits rapidement parce que ça peut parfois apporter une urgence dans le sens où on a besoin de refactorer un code pour une nouvelle fonctionnalité ou ce genre de choses-là. Alors là, je dis attention parce qu'effectivement, le refactoring de code, souvent, ça engendre de la régression parce que typiquement, on veut le faire rapidement alors que il faut bien vérifier que son refactoring il est ISO avec ce qui est fait avant et qu'on ne crée pas une régression à ce niveau-là et que le refactoring permet bien de développer quelque chose de nouveau ensuite ou d'avoir un code plus propre, mais sans créer de régression ou de nouveaux bugs. Donc, ce refactoring, il permet une meilleure qualité parce que il va pouvoir alléger le code ou le rendre plus clair pour la suite du codage. Ensuite, on va parler d'agilité d'outils apparentés. L'agilité, pour moi, c'est effectivement un gros plus en termes de qualité logicielle parce qu'on utilise des outils comme je parlais tout à l'heure d'affinage, mais on utilise aussi des rétrospectives, des démos, des sprints. On utilise souvent des tableaux Kanban avec des visualisations de tâches. Et en fait, ces sprints vont permettre, avec les cérémonies agiles, les daily, de pas mal parler chaque jour de si on a des problématiques et cette problématique peut être résolue un petit peu après. Et je parlais d'affinage tout à l'heure pour justement anticiper qu'on a bien compris et cet échange de bien comprendre qu'est-ce qu'un développeur doit faire ou critiquer la spécification parce qu'elle n'est peut-être pas assez complète, peut-être qu'elle a une omission. Et les rétrospectives ont comme aussi but d'améliorer la façon de travailler. Normalement, on est censé avoir 2-3 actions d'amélioration continue qui sont censées se faire avant le prochain sprint. Et ces améliorations continues, elles sont faites pour améliorer la façon de travailler de l'équipe de développement. Et du coup, si on améliore notre façon de travailler, ça va être des améliorations qui vont nous permettre d'éviter de créer ces anomalies et encore une fois d'améliorer cette qualité logicielle. Donc, pour cette agilité et ces améliorations, on peut effectivement utiliser des choses qui sont apparentées à l'agilité. Donc, je vais à la Gherkin et le BDD. Au niveau de Gherkin, effectivement, je ne sais pas si tout le monde a déjà utilisé du Gherkin, ça va être un langage qui n'est pas un langage de programmation, mais qui est un langage, on va dire, unifié pour l'utilisation et la compréhension, surtout par tout le monde. Donc, ça va être un truc qui permet soit d'automatiser, soit que tout le processus métier, product owner, business analyst, développeur, testeur ait la même façon de parler et du coup tout le monde se comprenne. Donc on va utiliser effectivement les 3 mots-clés qui sont given, when, then. Donc given, ça va donner le contexte. Given, où étant donné que en français, je suis dans ce cas, donc je suis dans cette page ou je suis dans ce cas d'utilisation. When, tandis que où je fais ça, donc là c'est l'action qui est soit l'action qui est demandée ou le workflow ou la règle qui est attendue, et le when, ça va être le résultat de cette règle ou de cette action. Et via le Gherkin, effectivement, on peut déjà tous se comprendre et avoir un langage qui est standardisé à la fois en écriture de spec, à la fois en automatisation ou en testing. Et surtout, ça permet effectivement le BDD derrière, où avec ce behavior, on décrit vraiment un comportement d'utilisation. Et derrière, via Gherkin, on peut utiliser effectivement une automatisation, que ce soit Cucumber, Robot Framework ou autre, avec des mots-clés ou des phrases-clés qui peuvent être réutilisées ensuite. Ces mots-clés et ces phrases-clés, ils vont avoir une fonction ou ils vont avoir un script qui leur est attaché et qu'on va pouvoir réutiliser ensuite pour faciliter l'automatisation. Un des derniers outils qui est très, très utile en termes de qualité logicielle et que j'invite vraiment tout le monde à utiliser, alors après, c'est un peu contraignant sur des projets qui sont très agiles, c'est les matrices de couverture et la gestion des risques.
en termes de spécifications, que ce soit des specs, exigences, user story, vous pouvez très bien attribuer un risque à des fonctionnalités. Et ces risques, ça va être justement on parle d'agilité, on parle de MVP, ça va vraiment être qu'est-ce qui est le plus important ou qu'est-ce qui a le plus d'impact. Un risque, c'est une fréquence avec un impact globalement. Comme ça, en fait, on va déjà prioriser globalement en termes de développement ces fonctionnalités et surtout en termes de tests et en termes de développement, tout le monde saura que ça, c'est plus important. Donc, ça donne un outil de priorité et ça donne surtout, on sait que ça, c'est vraiment indispensable. Et en termes de tests, ça permet aussi de vérifier et de mettre éventuellement plus de moyens sur une fonctionnalité ou une exigence qui a plus de risques. Typiquement, une exigence qui indique que la couleur est bleue, si on met un bleu clair au lieu d'un bleu foncé, c'est pas très grave. Si votre login, il permet à tout le monde votre mire de login mot de passe, il permet à tout le monde de se loguer alors que c'est un logiciel qui est ultra confidentiel, ça risque de poser un peu plus de problèmes. Et les matrices de couverture, en fait, c'est des matrices qui permettent pour chaque exigence, chaque item d'exigence, de vérifier qu'il y a un développement en face. On peut même remonter à un cahier des charges et faire un tableau globalement qui va être un tableau avec on va dire, une spécification ou un item de cahier des charges et de vérifier que tout le processus est couvert. Donc, soit par du développement, mais en général, on le loupe rarement, mais surtout par des tests et de vérifier qu'il y a au moins un test pour chaque item de spécification et de cahier des charges. Et le but est de vérifier que chaque exigence ou user story soit bien couverte par une ou plusieurs tests, mais aussi parce qu'on peut couvrir une exigence par un test, mais est-ce que ce test couvre toute l'exigence et couvre bien l'entièreté de l'exigence? Cette matrice va permettre de vérifier ça, que dans cette exigence, on a bien tout testé, tous les paramètres de l'exigence, y compris la fonctionnalité de base, mais tout ce qui est cas alternatif ou cas de non-usage ou cas d'erreur qui doit être aussi géré, parce que quand on a un workflow ou une fonctionnalité qui doit fonctionner, on doit vérifier qu'elle fonctionne. On doit aussi vérifier son cas d'erreur, qu'on ait bien un message, que ça ne fasse pas crasher l'appli, ce genre de choses-là. Et en fait, cette matrice, elle va permettre d'être sûr qu'on a tout testé. Et c'est un outil qui est souvent utilisé, mais qui demande effectivement, qui est un peu contraignant, qui demande pas mal de boulot en termes d'anticipation au niveau des exigences et au niveau de l'outil de test. Au niveau de la formation, de la sensibilisation, alors je dépasse un petit peu, je vais essayer d'accélérer. Il y a tout ce qui est effectivement formation et sensibilisation. La formation continue des équipes au niveau des pratiques, que ce soit en termes de façon d'écrire une exigence, en termes de façon de développer de nouveaux frameworks, de nouvelles technologies, et en termes de méthodologie de test, il y a toujours des choses qui sont nouvelles, que ce soit d'un point de vue technique, informatique pur en méthode de développement, ou au niveau métier aussi, parce que on a besoin, même en tant que dev, de comprendre un minimum le métier si on veut pouvoir adapter notre développement et que le développement ne se fasse pas dans une bulle qui est hors projet ou hors fonctionnalité, hors métier. Il y a une deuxième partie qui m'est personnellement super importante, c'est la culture de la qualité. Là, je parle d'encourager les développeurs et les fonctionnels à prendre la qualité au sérieux, mais c'est plus effectivement une question de travailler ensemble. Parce que moi, je vais attendre des choses des développeurs et des gens qui écrivent les specs. Et en fait, si j'en parle pas avant, les gens ne vont pas savoir ce dont moi j'ai besoin. Et en fait, moi, j'ai déjà travaillé avec des développeurs qui ont passé des campagnes de tests. Alors, ils ont passé des campagnes de tests sur 2-3 tests, mais juste pour se rendre compte de comment moi je travaille. Et ça leur a permis, en fait, de se rendre compte, quand je dev, oui, il va attendre ça de moi. Idem, typiquement, il y a des trucs qui reviennent très, très souvent en termes de création d'anomalies. Ça va être des champs qui sont mal définis, dans lesquels on peut rentrer 150 caractères ou ce genre de choses-là. Ça va être un champ de date ou de date de naissance. Un champ de date
Est-ce qu'il peut y avoir un 31 novembre? Est-ce qu'il peut y avoir un 29 février? Des divisions par zéro sur un calcul. Et ça revient tout au long, dès qu'on fait de l'informatique de gestion, et pas que, qui sont des cas qui vont générer des anomalies. Alors, il y a des cas qui sont spécifiques à ce qu'on va développer, à la fonctionnalité. Mais ça, si les développeurs sont sensibles à ce genre de choses-là, ils auront en tête ces cas qui reviennent très régulièrement de champs qui sont générateurs, on va dire, d'anomalies, parce que on peut rentrer des choses où il y a des cas typiques qui vont générer des anomalies et ils peuvent l'anticiper. Donc vraiment, ça c'est super important et c'est un truc que je sais qui fonctionne parce que pareil, je l'ai vu fonctionner avec des devs qui sont impliqués sur la qualité, qui sont en train d'être super contents de t'envoyer leur bout de code pour ouais, vas-y, teste-le, je suis quasiment sûr que c'est nickel et du coup, parce que ils sont super impliqués et ça permet aussi de vraiment travailler ensemble et pas juste faire son bout de code et de l'envoyer aux testeurs ou ce genre de choses-là. Alors, je pense que si vous êtes à cette formation, c'est que vous êtes déjà sensible à ce genre de choses-là. Mais il y a vraiment ce travail ensemble qui permet vraiment, c'est pas facile pour un dev de dire ah là de se prendre de la part d'un testeur, ah là il y a une anomalie, ça veut dire que vous avez fait une erreur, mais vous êtes juste humain quoi, c'est humain de faire des erreurs. Et il faut aussi que les testeurs vous apportent ça en disant, on ne va pas dire ah tu as fait une erreur en te pointant du doigt, etc. Il y a la façon de le dire et cette culture de la qualité, c'est aussi ça, c'est de travailler ensemble pour améliorer les choses et pas de se renvoyer la balle de genre, tu as mal fait, teste-moi ça, maintenant c'est ton boulot. Parce que travailler ensemble, c'est mieux travailler aussi, quoi. Donc, voilà, c'est parties qui sont souvent oubliées, mais qui sont super importantes. Donc voilà, j'arrive à la fin. Ça va, j'ai pas trop dépassé, j'avais un peu peur. Les points clés, effectivement, c'est cette importance de cette qualité transverse et de ne pas avoir que du test à la fin, parce que en termes de coûts, c'est clairement beaucoup moins coûteux de ne pas créer d'anomalies, de les anticiper, plutôt que ça arrive jusqu'au testeur et qu'il fasse des allers-retours, ce qui veut dire que il va passer du temps à tester, qu'il va le renvoyer vers un développeur qui va redévelopper, ça va être retesté, etc. Donc ça, du coup, c'est la perte de temps pour le projet. Puis aussi, c'est pas super sympa pour tout un chacun, que ce soit soit business analyst, développeur ou testeur, comme façon de travailler. Donc voilà, les pratiques pour améliorer, tout à l'heure j'en ai pas mal parlé, pour améliorer cette qualité avant les tests. Et tout ce qui est les actions, ça va vraiment être comme j'en parlais, ça va être cette façon de travailler ensemble, ça va être cette amélioration continue qui va permettre de mettre en place des petits outils, d'essayer une nouvelle méthode, une nouvelle façon de travailler, mettre en place une nouvelle réunion pour soit hebdomadaire ou voilà, mettre en place ces petits outils qui finalement ne prennent pas tant de temps que ça. Alors, ils mettent un peu de temps à être mis en place, mais dans le processus ensuite de développement, ils vont vous aider. Ça va être une relecture de spécifications, ça va être une réunion d'affinage, ça va être ces rétrospectives pour améliorer la qualité de l'équipe de développement. Et voilà, et s'engager dans cette amélioration continue. Encore une fois, c'est vraiment un processus qui est transverse. Donc, toute l'équipe doit être engagée là-dedans. Et il y a il y a des améliorations qui peuvent être prises au niveau des product owners, business analysts, au niveau du développement, y compris au niveau de la qualité logicielle. Hein. Là, j'en parle pas beaucoup, mais relire des tests, c'est super important parce que on est aussi humain que des développeurs et que des business analysts ou des product owners. On fait aussi des erreurs et on peut faire des erreurs dans notre écriture de test ou dans notre exécution de test. Donc, ça aussi a but d'améliorer la façon de travailler des testeurs parce que ils doivent avoir le temps d'écrire leurs tests, ils doivent avoir le temps d'avoir quelqu'un qui puisse relire les tests une fois qu'ils ont été écrits, parce qu'on fait aussi des erreurs quand on écrit nos tests. Donc c'est vraiment toute l'équipe qui peut être touchée par cette amélioration de la qualité. Et cette amélioration de la qualité, effectivement, elle va permettre d'anticiper ces anomalies et de ne pas les créer du coup. Et donc, c'est vraiment, pour l'avoir vécu, c'est super agréable de travailler aussi dans ces conditions-là, vraiment. Voilà. Donc, n'hésitez pas, on arrive à la fin. Merci d'être là.
Et puis, n'hésitez pas sur les questions ou sur des conversations que vous voulez lancer. N'ayez pas peur. Oui, Sana. Oui, juste quelques points que je veux souligner. Ouais. C'est le fait d'impliquer, ça sera un petit peu orienté test, désolé. Mhm. C'est le fait d'impliquer le testeur dès la rédaction des specs, c'est Ouais. très important parce que parfois on peut proposer des cas d'utilisation que le BIA ni l'IDEV ont pensé. Complètement. Donc ça, c'est très important. Et en dernier, tu as parlé de la relation dev-testeur. Oui. Pour moi, les développeurs et les testeurs, ils ont le même objectif. Ouais. Donc, c'est la qualité du livrable. Du coup, je préfère qu'un testeur remonte un problème que ça sera vu sur terrain ou remonté par le client. Clairement. Et ouais. C'est vraiment le but du testeur. C'est le dernier rempart, le testeur. Je suis complètement d'accord avec toi. Et je reviendrai même sur ce que tu disais au début. L'avantage du testeur par rapport au business analyst, le business analyst, il va faire sa conception globale. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, sur des projets qui sont un peu longs, des fois, sa conception, il l'a fait il y a 1 an, 2 ans en arrière. Et il a pu oublier des choses, ou il y a des choses qui ont évolué par rapport à la première conception. Et toi, en tant que testeur, tu es en train de manipuler en permanence le produit. Et alors, je pense que tu ne me contrediras pas, Sana, c'est qu'au bout d'un moment, on devient un expert du produit. Et on est un expert de l'état du produit actuel. Donc, ça nous permet justement de pouvoir challenger les personnes qui écrivent les exigences, parce que justement, on a une vision très, très pragmatique, on va dire, de l'utilisation du produit aussi. Et du coup, c'est vraiment la plus-value, je trouve, qui est souvent oubliée du testeur, c'est que on est souvent des experts fonctionnels, même si ce n'est pas nous qui écrivons les spécifications, les user stories. On fait cette pratique d'analyse du besoin et on réanalyse les spécifications quand on écrit des tests. On fait exactement le même processus d'un point de vue intellectuel que quelqu'un qui écrit une spec. Donc, je te rejoins complètement là-dessus, Sana. Oui, évidemment. Voilà, de mon côté. Merci. Et je souscris complètement à ce que tu dis aussi, mais je n'avais pas trop de doutes. D'autres questions? Du coup, je regarde ce qui est marqué dans la conversation aussi. Bon, ok. Ah oui, je ne le voyais pas parce que je montrais en même temps. Pas d'autres questions? Yao, oui? Oui, juste te remercier pour ta présentation qui a été très, très claire et puis tu as pu aborder tous les aspects, surtout en précisant que l'amélioration de la qualité, ce n'est pas que de, d'écuyer, c'est toute l'équipe. C'est important et puis ta conclusion m'a beaucoup plu du fait que tu as pu repréciser les points clés, surtout le pilier qui est la collaboration, parce que la qualité, puisque c'est pour tout le monde, pour avoir un produit qui fonctionne correctement et que les utilisateurs soient contents du produit. Donc, c'est l'affaire de tout le monde, en fait, la qualité. C'est exactement ça. Donc, le prendre en... Vas-y, je te laisse. Oui, et pouvoir prendre en compte ça dès le début des spécifications et de tout ce qui va avec, permet d'améliorer très tôt et de ne pas se retrouver en production avec des choses qu'on peut corriger juste en relisant juste les spécifications, par exemple. Et ça évite aussi transverse. Des conflits entre guillemets entre testeurs et développeurs, parce que le développeur, de toute façon, il veut que quand il livre, on ne lui remonte pas de bugs. Et donc, si le testeur, lui aussi, quand il trouve les bugs, il est content pour dire il a défié les devs, ça peut créer des conflits. Donc, du coup, c'est vraiment la collaboration et d'avoir en tête que tout le monde veut participer à un produit qui fonctionne bien et qui marche bien. C'est un projet commun, vraiment. Et ne serait-ce que même pour soi-même,
pour avoir travaillé dans des environnements super difficiles il n'y a pas très longtemps, où c'était vraiment chaotique, et d'autres où tout se passait bien parce que les gens étaient super impliqués, il y avait effectivement cette côté qualité et travail en commun. Ne serait-ce que pour soi, déjà le projet, ce qui est produit derrière, on sent tout de suite qu'il y a une qualité qui est vraiment élevée, et en termes de satisfaction personnelle et de façon de travailler, on est bien là, on est en train de travailler, on a envie de travailler avec les gens parce qu'on sait qu'ils sont impliqués, ils prendront pas mal s'il y a une remarque parce qu'ils comprennent tout à fait pourquoi on fait la remarque. Ils sont proactifs pour agir, soit pour comprendre les specs, soit pour anticiper des problématiques. Et c'est super agréable de travailler dans ces conditions-là, quoi. Vraiment, ça change la vie, quoi. Une fois qu'on y a goûté, tu as envie de retrouver ce genre d'équipe qui sont... tu as envie de travailler avec ces gens-là, quoi. Et ça change tout, quoi, comme façon de... Tu subis pas ton projet, tu participes au projet et tu es content de travailler pour ce projet-là parce que tout le monde y travaille et du coup, c'est agréable, quoi, tout simplement. J'ai eu une question. C'est pas une colle, hein, mais est-ce que tu penses que l'IA va participer à l'amélioration de la qualité logicielle? Voilà. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui, dans le sens où on va pouvoir lui déléguer des tâches comme pour les devs, hein, avec Copilot ou ce genre de choses-là, ou de la génération de contenu, parce que c'est le genre de choses pour laquelle les IA sont actuellement plutôt bonnes. Mais la qualité reste pour le moment, à part secteur sensible ou à part industrie très coûteuse ou haut de gamme, etc., reste une dimension qui n'est pas toujours prise en compte par les décideurs. Donc c'est souvent on dit souvent qu'on est à la 5e roue du carrosse parce que fort logiquement, si des devs sont en retard sur un sprint ou sur une livraison, on va privilégier la réalisation par les devs des fonctionnalités ou pas forcément de fonctionnalités, mais de développement. Ça peut être de la sécurisation ou de la performance. Parce que ça a une plus grosse plus-value en termes de livraison pour un client. Et du coup, on va réduire, je pense que ça arrive à tous les testeurs et à tous les chefs de projet, de devoir réduire effectivement la fenêtre de test. Et ça, je pense que ça continuera. Donc, effectivement, une partie d'automatisation, une partie d'AI va pouvoir nous faciliter la tâche et consommer moins de ressources. Mais je continue à penser que ça a aussi une façon... ça va nous améliorer... Enfin, ça va nous permettre de nous faciliter notre travail et faciliter le travail globalement de tous les types de développement. Mais la qualité, ça reste avant tout une question de moyens et de volonté de la part d'une direction de service informatique ou d'une direction fonctionnelle. Et du coup, c'est aussi une question de posture et une question d'organisation du travail aussi, clairement. Donc là-dessus, je dirais oui, ça va nous apporter quelque chose, mais je reste avant tout persuadé que c'est surtout des façons de travailler et des façons de porter la chose qui vont améliorer la qualité. Merci. C'est bon pour les questions, mais n'hésitez pas, hein, vraiment, il n'y a pas de mauvaises questions. Sinon, je peux comprendre aussi que vous avez faim. Je n'ai pas mangé encore. Non, bonjour Florent. Du coup, alors c'est vrai que cette présentation était très intéressante, mais très orientée fonctionnelle. Et moi, je suis plus basée sur de l'automatisation. Et là, j'ai pas le point de vue de l'automatisation, même si je sais qu'il y a des histoires de méthodologie à prendre en compte. C'est une problématique avec laquelle je commence à me taper dessus sur ma mission. Donc, je ne sais pas si tu as prévu quelque chose par rapport à ce sujet-là, plus spécifique sur l'autome. Je ne suis pas un automaticien, hein, clairement. Après, là, je vais avoir une mission de mise en place de l'automatisation, mais c'est plus que je sais comment il faut faire, plus que je sais comment il faut faire, d'un point de vue vraiment développer les scripts. Pour moi, l'automatisation, c'est un outil. Alors après, j'ai souvent tendance, c'est très à la mode, hein, tant mieux pour plein d'automaticiens, mais j'ai envie de dire attention parce que comme tout outil, ça a ses défauts et ses avantages, dans le sens où l'automatisation, les gens, ils ont souvent tendance à mal la connaître et vouloir tout automatiser. Alors, ça peut avoir du sens.
mais ça a rarement du sens parce que automatiser, sur le principe, c'est plutôt pas mal. Mais l'automatisation, elle a souvent un coût d'entrée qui est assez important et un coût de maintenance qui est encore plus important, surtout sur des choses qui ont des interfaces graphiques. Et le problème, c'est que on n'est pas encore. Il y a beaucoup d'organisations qui sont pas mûres à ce niveau-là. Dès que je pense que ça fait un moment que tu fais de l'automatisation, mais typiquement, si tu fais de l'automatisation sur l'interface graphique, dès que quelqu'un va toucher un objet, si tu n'as pas un ID de test ou si tu n'as pas un identifiant de ton objet dans ta page, ça peut être un ID qui est dans la page, ça peut être un nom, ça peut être voilà. Mais d'expérience, on va dire, si on ne fait pas très attention et qu'on ne met pas un ID de test ou qu'on ne choisit pas le bon identifiant de l'objet, eh ton test d'interface, il va souvent péter parce que dès que on va toucher aux parents ou autres, la sélection de ton objet dans la page, elle ne va plus fonctionner. Donc ça, c'est souvent des coûts qui ne sont pas... et ça, c'est valable, peu importe ce que tu utilises, hein, que ce soit Selenium, Cypress, on a une experte Cypress, ça tombe bien. Ça change pas le problème, ce problème de sélection. Après, effectivement, si on est sur des trucs de flux, par exemple, sur des tests via Postman ou ce genre de choses-là, effectivement, là, l'automatisation totale, elle a beaucoup plus de sens parce que normalement, tes requêtes, il y a peu de chances qu'elles changent c'est quelque chose qui est relativement stable dans le temps une fois que ça a été développé, quoi. Donc, il va peut-être y avoir un ajout, mais il y a moins de chances de péter des tests sur l'automatisation d'un truc back, on va dire, de requête, que sur l'interface, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un outil, mais ça a complètement du sens, mais il faut l'utiliser de façon réfléchie, on va dire. Pour moi, c'est souvent de la non-régression et parce que la non-régression, c'est quelque chose qui, à la main, est déjà fastidieux, prend beaucoup de temps et en plus génère de l'inattention de la part d'un testeur parce que tu refais souvent la même chose et que c'est long, c'est fastidieux et une fois que tu l'as fait 2-3 fois, tu connais ton produit et forcément, humainement, tu es moins attentif à ce que tu fais. Donc, tu fais des erreurs d'inattention et tu peux louper des choses sur un test de non-régression quand tu es testeur. Donc, c'est des trucs qui valent vachement le coup d'être automatisés parce que c'est long, c'est fastidieux et c'est pas intéressant pour un testeur globalement. Et c'est générateur de faux positifs ou de loupés. Donc moi, je pousse les gens à l'automatisation beaucoup pour ça, mais peu sur l'interface parce que pour l'avoir fait, c'est un coût d'entrée qui est relativement important en fonction des interfaces et en fonction du produit. Et voilà. Mais par contre, ça peut s'intégrer à tout ce qui est BDD, comme je parlais tout à l'heure, avec Gherkin, etc., avec de la réutilisation de mots, de phrases. Et là, on est dans un processus où, effectivement, de beaucoup plus travailler ensemble avec un testeur qui va écrire un script Gherkin pur et avec un automaticien ou un dev qui va réutiliser le script. Et là, ça peut être effectivement une interaction. Et pareil, il faut beaucoup se parler pour ce genre de projets, de mini-projets internes parce que c'est vraiment des gens qui travaillent 100% ensemble, quoi. S'il y en a un qui meurt, ça a un impact direct sur l'autre tout de suite, quoi. J'espère avoir un peu répondu à ta question. En tout cas, ça a apporté des précisions supplémentaires. Donc voilà. Mais ouais. Il faudrait que je trouve un expert chez nous plus sur les parties d'application mobile. Enfin. Ouais, le mobile, moi, de mon expérience, pareil, tu as les mêmes problématiques avec en plus un peu de contraintes parce que des contraintes d'OS et des contraintes de mobile, d'objets en lui-même parce que en fonction des objets, t'as pas les mêmes écrans, c'est un peu plus complexe, on va dire. Oui, Thierry. Est-ce qu'on m'entend toujours ou... Oui, on t'entend. Ouais, ok. Je sais pas, j'ai eu un USB qui est parti. Oui, c'est pour rebondir sur ce que tu décrivais. Je pense que la vraie problématique quand tu es une IHM ou ce que tu veux et que tu veux le tester via du Selenium, etc., c'est que, comme tu dis, si tu as un identifiant qui a bougé dans le code et qui n'est pas répercuté, toute la problématique, c'est d'avoir presque anticipé en amont que tu vas vouloir faire des tests en Selenium et de te dire, toute cette couche d'identifiant que je vais devoir retrouver, elle doit être externalisée et on va dire soit dans un jar, enfin
un truc compilé où tu peux l'appeler à la fois, tu l'embarques dans ton application quand tu vas le livrer, et dans ta partie test, tu puisses l'appeler. Et comme ça, en fait, celle-là, tu as juste à mettre à jour la version pour savoir quel identifiant tu vas chercher. Et comme ça, tu n'as plus. Après, sinon, Mais après, c'est facile à dire. Hein. Oui, mais ça, parfois, quand l'application est là, est vivante depuis 10, 15 ans, etc., et que tu veux passer sur ce format-là, ça a un coût et assez conséquent en général. Ou d'utiliser des ID de test, par exemple. Dans ton objet, tu mets un ID de test qui est purement fait pour le test et qui ne bougera pas, qui n'est pas dépendant de ton père, de ton parent ou autre, ou d'un autre objet ou d'un changement. Et cet ID test, il ne changera jamais. Et ça permet du coup une meilleure fiabilité de tes tests auto. Mais oui, c'est une vraie problématique, hein, surtout sur, comme tu disais, moi j'avais un ERP qui générait les pages à la volée et qui générait des ID à la volée. Donc tu pouvais jamais utiliser l'ID de l'objet parce qu'à chaque refresh de la page, il changeait. Magique. Et pareil, comme c'était un ERP, tu avais des requêtes sous-jacentes dès que tu appuyais sur un objet parce que il allait taper dans des modules pour récupérer des informations. Donc il fallait que tu attendes que ces informations elles reviennent, etc. Donc tu as plein de petites problématiques que tu peux avoir qui sont spécifiques à certains logiciels, ouais, clairement. C'est bon? Vous avez faim? Vous êtes en train de manger peut-être? Moi j'ai faim. Ok, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Oui, moi j'ai faim en tout cas. Merci Florent pour ta présentation, je l'ai trouvée aussi claire et intéressante. Je veux bien que tu m'envoies ton support pour que je puisse le transmettre avec le replay aux personnes qui n'ont pas pu être présentes ce midi. Et puis voilà, merci à tous et puis bon après-midi et bon appétit. Bon après-midi à tous. Merci Florent. Merci, au Bonne journée. revoir. Merci, Bonne Florent. journée. Bon Au revoir. appétit. Ciao.